Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va parler du détachement, un vaste sujet qui est en trame de fond de ma vie ces derniers mois. Je dois me détacher de plein de choses, notamment du regard, du jugement des autres, me détacher aussi de ce à quoi s'accroche mon ego, même s'il est très utile, l'ego. J'ai besoin là de venir l'éduquer, si on peut dire, l'intégrer différemment, en tout cas à certains endroits dans ma vie. Me détacher aussi, d'une image que j'avais de moi-même qui n'est, plus d'actualité. Bref, beaucoup de détachement à apprivoiser. Et dans cet épisode, je trouvais intéressant de venir explorer ce qu'est le détachement. On a tendance à l'associer souvent à de l'indifférence, par exemple, ou à du rejet, et je trouve que c'est pas très juste. Donc, on va venir définir le détachement dans une première partie. Ensuite, on va un petit peu aller regarder du côté de certaines philosophies, ce qu'on nous dit à propos du détachement. Et puis, bah, on terminera par des pistes concrètes pour incarner ce concept du détachement dans la vie quotidienne. Évidemment, dès que je peux, je vais ponctuer tout ça avec, des exemples personnels. Alors, qu'est-ce que le détachement? C'est déjà intéressant de venir observer ce que ce mot vous évoque à vous. Vous savez, on a toujours des définitions bien à nous derrière des mots comme la réussite, le bonheur, et cetera. Pour moi, le détachement, c'est de savoir se libérer de tout ce qui nous entrave. Et quand je dis ce qui nous entrave, c'est tout ce qui fait obstacle à notre propre croissance, à notre propre épanouissement, rayonnement, et cetera. Mettez le mot que vous voulez, mais en fait, de cette dynamique d'évolution personnelle. Et en ce début d'année, depuis que je suis, rentrée de voyage, j'expérimente beaucoup le détachement. Ça avait déjà, d'ailleurs commencé pendant le voyage et notamment par rapport aux autres, à ce que, je pense que les autres pourraient penser de moi, parce qu'on vit beaucoup dans un monde de perception et d'interprétation. Et me détacher en fait des avis des autres, mais aussi par rapport au contrôle, apprendre à ne pas me focaliser plus que nécessaire sur ce que je ne peux pas contrôler, notamment le temps. Il y a des choses que j'aimerais accélérer, j'aimerais que ça aille plus vite et plus j'avance dans les semaines et plus je me rends compte que je ne peux pas contrôler nécessairement le temps que ça prendra. Par contre, je peux contrôler comment je décide de réagir à cette impatience que je ressens par rapport aux choses qui mettent du temps à se mettre en place. Me détacher aussi de mes peurs. J'ai plein de peurs en ce moment, elles sont là, donc ben, je les identifie, je les observe, je les reconnais, mais j'essaie de choisir de m'en détacher, de me détacher de toute la charge émotionnelle que la peur peut générer, en fait. Bah, sinon je vais faire que vivre dans ces peurs-là, je vais baigner dedans, je vais me noyer dedans et je vais pas oser avancer. Je vais pas oser concrétiser des idées que je peux avoir et je vais pas oser tenter des choses. Donc c'est vraiment un processus, qui peut s'opérer dans beaucoup de domaines et qui est en train de s'opérer dans plein de sphères de ma vie. Et en fait, se détacher, ce n'est pas, j'en ai rien à foutre. C'est pas vraiment ça. C'est pas non plus se couper de ses émotions, c'est pas, non plus de la fuite ou du rejet total de quelque chose. C'est vraiment apprendre à apprivoiser la façon dont j'ai pour habitude d'aborder la vie. De ne plus, en fait, se laisser emprisonner par ce que l'on ressent, par ce que l'on attend ou par ce que l'on risque de perdre potentiellement. Et si on observe bien nos émotions, nos attentes envers les autres, envers la vie, nos peurs, tout ça, eh ben, ça nous contrôle bien plus que qu'on le voudrait. Mais c'est là, en fait. Donc il y a une idée de venir accepter ce qui est là, de s'en détacher et d'avancer sur son chemin. Il est vraiment possible de cultiver, un espace de liberté en soi, qui va nous permettre d'apprendre justement à nous détacher et je dirais que c'est même ça, en fait, la voie de la vraie liberté. Si je me libère de toutes mes possessions, de toutes mes attaches, de tout ce qui aujourd'hui, j'estime, fait de moi ce que je suis, de ce qui forge mon identité, et ben, se poser la question: «Est-ce que j'existe toujours sans ça?» Et ça, c'est vraiment, une question que je me suis posée et d'ailleurs, je me la suis posée, bah, quand j'étais en voyage l'année dernière parce qu'au fond de moi, je sentais, que ça avait bougé, que, j'étais attachée à une version de moi, si on peut dire, qui était plus la même et je restais accrochée à ça, j'avais du mal à m'en détacher
et en fait, la moi qui voyageait, de 20 à 30 ans n'était plus la même que la moi qui voyageait, après 35 ans. Et je me rappelle, j'étais à Séoul, en Corée du Sud, et il y a un matin où je décide enfin de réserver mon billet d'avion, pour Sydney en Australie. Je procrastinais depuis des semaines, j'arrêtais pas de prendre des détours, d'aller dans d'autres pays, mais je retardais vraiment en fait le but même de mon voyage qui était d'aller en Australie. Parce que, bah, je vous en ai déjà parlé dans d'anciens épisodes, j'avais envie de faire un permis vacances-travail. J'allais avoir 36 ans, j'ai eu 36 ans l'année dernière en fin d'année et bah, c'était un peu maintenant ou jamais, même s'il y a je peux aller en Australie quand je veux en soi, dans le cadre de ce visa en particulier, c'était un peu maintenant ou jamais parce que, on peut le demander jusqu'à la veille de nos 36 ans. Et en fait, à partir du moment où vous l'obtenez, vous avez 1 an pour aller le valider et vous rendre sur le territoire. Donc peu importe en fait si vous avez 36 ans au moment d'arriver, ce qui compte, c'est de faire la demande pendant votre, 35e année. En tout cas, pour une petite poignée de pays parce que la plupart sont uniquement valables jusqu'à 30 ans. Bref, je réserve ce billet et là, donc ça faisait déjà 4 mois que je voyageais et là, dans la journée, j'ai un vent de panique qui m'envahit. Bah, déjà en réservant, en fait, j'avais mal au ventre, j'ai un truc qui m'a pris aux tripes et j'ai petit à petit commencé à ressentir de l'angoisse, de la colère même dans la journée, de la tristesse et puis, bah, je suis envahie par le doute. J'ai un cocktail émotionnel vraiment explosif et il y a vraiment une partie de moi, je pense, au fond, qui avait pas envie d'y aller. Je savais pas pourquoi. C'était ça aussi, je savais pas pourquoi et j'avais du mal à l'accepter au fond de moi, je pense et du coup, ben, à ce moment-là, j'ai demandé à un ami si on pouvait s'appeler, voilà, au lieu de rester toute seule, avec, mes tourments. J'ai décidé, voilà, de parler avec quelqu'un pour un peu sortir de cette panique que je ressentais et puis en discutant avec cette personne, je me rends compte que ça fait, ouais 7 ans, 6-7 ans que je parle de partir en Australie, que je voyage depuis que je suis adolescente, que je suis, connue, on va dire, dans mes cercles d'amis sociaux comme celle qui voyage, celle à qui on demande, «Tu où?» en premier au lieu de me demander «Comment ça va?» et je me suis dit: «En fait, tu as peut-être tout simplement peur de découvrir qui tu es si tu enlèves de l'équation la toi qui voyage». Parce que c'est une identité qui me colle à la peau depuis presque toujours et là, je sentais que j'aspirais à autre chose, que j'allais, muer vers une moi différente pour laquelle, ben, les voyages, seront toujours importants, ça fait partie de moi, mais ils seront pas centraux. Alors que jusqu'à aujourd'hui, clairement, j'avais fait tourner ma vie autour des voyages. Je travaillais pour partir en voyage, je mettais de l'argent de côté pour voyager longtemps et cetera et là, je sentais le changement qui pointait, en fait et je sentais aussi que je pouvais pas le contrôler, et je m'accrochais, mais ça n'avait plus de sens. Donc je me suis dit: «Ben, soit j'accepte le changement, soit je reste encore, bloquée» entre guillemets, parce que j'allais devenir bloquée si je restais dans cette identité, dans celle qui voyage, en fait. Et donc je suis partie, voilà et j'ai accepté la nouvelle aventure, ben, qui s'imposait à moi, c'est-à-dire repartir à la découverte de moi-même pour trouver ce que j'ai envie de faire maintenant dans ce nouveau chapitre, sans forcément, être celle qui part toujours en voyage et je me suis vraiment demandé: «Je suis qui maintenant?» Je pense que mon ego avait peur de lâcher ça parce qu'il était en train de se dire: «Mais si on voyage plus, on devient qui en fait par rapport aux autres aussi beaucoup?» Et c'est marrant parce que j'observe qu'aujourd'hui, bah, on me pose souvent des questions, ça revient, «Alors tu repars bientôt? Tu où là? Tu bouges plus?» et cetera et je me dis: «Bah, je vais peut-être décevoir des gens qui ont posé des attentes, au fil du temps sur moi, qui s'attendent à ce que je voyage, que je suis celle qui, explore tout le temps le monde et qui m'ont toujours connue comme ça et je suis toujours moi, mais je suis plus forcément celle qu'ils ont connue et moi-même j'évolue et je ne suis plus celle que j'ai connue, mais toutes ces moi que j'ai connues ont construit la moi d'aujourd'hui. C'était essentiel et donc je dois faire face à mes peurs, la peur de l'inconnu notamment avec laquelle on a beaucoup de mal, hein, en tant qu'humain, on a une résistance au changement qui est très forte et je dois me détacher de, ce à quoi j'attache ma valeur justement. Est-ce que ma valeur réside dans le simple fait d'être une voyageuse et que sans ça je n'ai plus de valeur? Évidemment que non. Mais ce processus amène à cette réflexion. Si j'enlève tout ce que j'estime, ce qui fait de moi, moi, qui suis-je? Est-ce que j'existe toujours et quelle est ma vraie valeur finalement? C'est toujours le piège de définir sa valeur à travers des possessions matérielles, à travers, un statut social, un cercle d'amis, un lieu de vie, une passion, un poste et cetera.
et de réaliser que notre valeur réside dans le simple fait d'être. On le sait quand on est tout petit, mais on se déconnecte de ça en grandissant et c'est un long chemin que de le comprendre à nouveau, de revenir à ça et de se détacher de ce à quoi on s'accroche pour se prouver et démontrer que l'on existe bel et bien finalement. Il y a Carl Jung qui disait: «Tout ce à quoi l'on résiste persiste et tout ce que l'on embrasse s'efface». Quand on s'accroche, quand on résiste, on nage à contre-courant du fonctionnement, pardon, même de la vie, en fait. La vie est cyclique, la vie est impermanente, la vie est en mouvement constant, qu'on le veuille ou non, en fait, ça bouge et nous ne sommes pas des êtres figés. On essaye de nous figer dans des cases, dans un moule, dans une profession, une carrière, dans une définition, une étiquette, mais nous sommes des êtres vivants et je pense que lorsque l'on reste dans une image figée de soi, dans une vie figée même, où rien ne dépasse et où tout est connu et sous contrôle, on ne s'autorise, pardon, pas réellement à vivre sa vie. On lutte contre notre propre évolution personnelle et même si l'évolution est inconfortable, on apprend tellement plus à travers elle. Mais ça fait peur parce que dans le processus d'évolution, on perd aussi en fait, c'est vraiment ce processus de muer. On se détache d'une peau qui nous colle à la peau et on peut perdre, un statut au passage, on peut perdre des amitiés, on peut perdre des amours, on peut perdre des gens. En fait, on perd jamais rien au final. On se réaligne toujours à qui l'on est au moment présent, mais quand on a tendance à se définir à travers ses possessions et j'ai pas envie de parler de possession pour des amitiés, mais vous voyez ce que je veux dire? Et ben, c'est encore plus difficile de se détacher. Donc le détachement, c'est surtout cette capacité à diminuer l'intensité d'une charge émotionnelle aussi, à ne pas se laisser posséder par nos ressentis, mais à plutôt incarner une qualité de présence consciente à la vie, observer son monde intérieur et avoir en fait la liberté de choisir entre ce qui me permettra d'avancer vers ce que je désire vraiment et ce qui ne fera que me retenir dans mes élans. Ça rime en plus. On est un petit peu poétique ici, non, je rigole. Mais voilà, voilà pour ce que je voulais vous dire sur le détachement, si on peut le définir d'une façon. En tout cas, c'est moi ma vision et c'est en synchronicité avec ce que je vis actuellement. Alors, si on visite un peu les philosophies du monde, si on part, déjà du côté du stoïcisme, il y a une citation qui résume bien, ce que je viens de vous partager. Tout est changement, tout évolue, tout est en devenir, non pour ne plus être, mais pour devenir ce qui n'est pas encore. J'aime beaucoup. Selon le stoïcisme, le détachement, c'est la clé de la liberté intérieure. Renoncer aux choses qui ne dépendent pas de notre volonté, c'est vraiment la route vers le bonheur. Et on pourrait résumer nos vies à ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Finalement, c'est que ça. Et en général, ce à quoi on s'accroche et à quoi on s'attache le plus, et généralement plus que de raison, fait souvent partie de la catégorie de ce qui ne dépend pas de nous. Que ce soit l'opinion des autres, les résultats, les événements extérieurs, et cetera. Et je trouve que c'est tout l'enjeu de nos vies. En tout cas, c'est un peu l'apprentissage auquel je fais face dans ma trentaine, d'arrêter de s'angoisser pour ce que l'on ne maîtrise pas et apprendre à se concentrer uniquement sur ce que l'on contrôle, c'est-à-dire nos émotions, nos pensées, nos choix, nos actions, notre façon d'interpréter ce qui nous arrive. C'est surtout ça. Et bah, je m'occupe de gérer ce que je peux aligner en moi et uniquement en moi, et l'extérieur s'alignera naturellement à ce que je vibrerai intérieurement. Petit clin d'œil à la loi de la vibration dont j'ai parlé dans l'épisode précédent sur les lois de l'univers. Ça paraît simple dit comme ça, je sais, on sait bien que non, mais c'est possible. C'est un apprentissage et ça prend du temps d'apprendre. Dans le bouddhisme aussi, le détachement, bon, on parle plutôt de non-attachement, c'est un peu la même chose, mais voilà, les mots ont un sens. C'est un des piliers fondamentaux de la libération. Bah, on parle beaucoup du nirvana dans le bouddhisme et là, quand on parle, justement de bouddhisme, on a l'image du moine tout seul, reclus contre un arbre. On se dit finalement pour vivre heureux, faut peut-être vivre seul, isolé en haut d'une montagne. Mais non, pour moi, dans ma vision, il y a une importance à donner aux phases de silence, certes, qui sont nécessaires, d'autant plus dans le monde bruyant dans lequel on vit aujourd'hui. Mais il y a aussi des phases de contact avec les autres qui sont essentielles pour notre évolution. Parce que évoluer tout seul dans son coin, j'ai envie de dire, c'est facile,
mais c'est ce qui va nous déclencher, qui va nous permettre d'évoluer. Ce qui nous déclenche, c'est l'autre et c'est le lien aux autres qui, à la fois, nous blesse, mais aussi nous guérit, paradoxalement. D'ailleurs, les moines, ils vivent pas tout seuls, ils vivent en communauté. Ils alternent entre, des périodes de silence et entre un fonctionnement, communautaire dans les temples bouddhistes. Et le bouddhisme nous enseigne que l'on ne peut pas renier la vie, on ne peut pas vivre en ermite coupé de tout plaisir, mais qu'il est essentiel d'apprendre à ne pas s'attacher à ce qui est impermanent. Et la vie est impermanente. Rien ne dure. Et le processus, en fait, de s'attacher, c'est vouloir retenir ce qui, par nature, est fait pour changer. Donc forcément, ça provoque de la souffrance, et cette souffrance, on choisit de l'entretenir et d'y rester lorsqu'on choisit de lutter, de s'accrocher, de résister. Et à quoi on s'attache? D'ailleurs, je pense à la chanson de Christophe Maé là, à force de répéter «on s'attache», il le dit lui-même: «On s'attache et on s'empoisonne». L'attachement, c'est un poison qui se distille pernicieusement dans notre être et qui nous paralyse dans une vie, sans surprise, sans aventure, sans échec, mais sans réussite non plus. Donc on s'attache aux autres, on s'attache à des personnes, on s'attache à des possessions matérielles, à une image de soi, à des situations qui rassurent et on souffre parce que la réalité, elle bouge et nous, on reste à attendre et en fait, on reste à attendre que ça se fige, mais ça n'arrivera pas. Et moi, dans ma vie jusqu'à aujourd'hui, dans mon parcours, heu, je n'ai appris que ça, à détruire, à reconstruire, à me détacher d'une identité parce que j'évolue, j'apprends des choses et ça me demande de changer, d'évoluer vers une autre moi et j'ai l'impression que c'est que ça mon processus en fait, naissance, mort, renaissance et c'est fatigant parce qu'on essaye de résister. Il y a des choses des fois dans lesquelles on est bien, on aimerait que ça reste comme tel, mais ça il y a rien qui dure en fait dans la vie. Je plus j'avance et plus je m'en rends compte. Donc, ne devenons pas esclaves de la présence de certaines conditions dans nos vies. Ne laissons pas l'absence nous briser non plus parce que la vie, elle continue, vraiment. Il y a une citation bouddhiste qui dit: «Le secret de la santé mentale et spirituelle, ce n'est pas de pleurer sur ce qui est perdu, mais de se détacher avec grâce de ce qui ne nous appartient plus». Et notre seule enseignante, au final, c'est la vie elle-même. Et je commence vraiment à l'intégrer et à m'y abandonner en toute confiance parce que lutter ne sert à rien, vraiment. Au final, c'est la vie qui gagne, elle nous emporte, en fait. C'est comme dans la nature, l'eau est plus forte que tout. Ben, la vie, c'est pareil. Dans l'hindouisme, on a ce qu'on appelle, le karma yoga. Je vous en parle parce que c'est quelque chose sur lequel je potasse pas mal en ce moment, ça m'intéresse et le cœur de la philosophie, si on peut dire du karma yoga et de la philosophie yogique, hein, au sens large, c'est l'action désintéressée, c'est-à-dire agir sans attendre une récolte, aussi fructueuse soit-elle. On se détache vraiment du résultat, engendré ou non par nos actions. Donc l'attachement ici, il est perçu comme une source d'illusion. Je simplifie vraiment pour pas faire un épisode qui dure des heures et parce que je suis pas non plus experte sur le sujet, mais vraiment chaque philosophie dans ce qu'elle nous enseigne par rapport au détachement mériterait qu'on s'y attarde et qu'on approfondisse évidemment, mais le but c'est pas de vous faire un podcast qui dure 15 ans. Donc ici tout simplement on encourage aussi au détachement pour ne pas aller à l'encontre du cycle de la vie. Donc ce que je vous parlais, récemment là tout à l'heure, je vais prendre un exemple. Ça fait un peu plus de 2 ans que j'ai envie de créer un projet. C'était un peu passé sous silence dernièrement parce que voilà, apparemment j'avais d'autres choses à faire dans ma vie et là c'est revenu et je me suis dit: «Pourquoi je me lance pas en fait? Qu'est-ce qui me retient?» Et en fait, mon attachement à mes peurs, à mes doutes, à mon manque de visibilité sur si ça va marcher ou pas, donc à mon manque de visibilité sur les résultats, à mes capacités d'y arriver parce que, je vais dans quelque chose que je n'ai jamais fait, que je ne connais pas. Donc, en gros, je me lance sans être sûre que ça marche et si je ne le fais pas, c'est parce que je n'accepte pas de prendre des risques, parce que je j'ai pas les garanties que ça va fonctionner. Donc, comme j'ai pas le contrôle sur ça, je reste attachée à, ce que je connais, à mes pensées aussi, à, mes interprétations et tout ça, ça m'a paralysée pendant 2 ans et ça m'a empêchée d'y aller. Et là, comme ça revient, je me dis: mais en fait, tu vas passer encore combien de temps comme ça, à côté de ton potentiel, à côté de tes idées? Parce que c'est bien d'avoir des idées, mais elles sont pas
elles ont pas toutes vocation à être, concrétisées, je pense, mais il y en a certaines, quand c'est vraiment un élan, un appel de l'intérieur, il faut oser y aller, en fait, et pas juste rester dans l'idée parce que sinon les idées, elles sont quelque part, elles flottent au-dessus de vous et à un moment donné, quelqu'un d'autre les prend. Ça me fait penser au livre Comme par magie d'Elizabeth Gilbert sur la créativité et la façon dont elle a d'expliquer les idées, j'aime beaucoup, je vous le conseille. Et je me suis dit: «Mais tu vas passer encore combien de temps à minimiser ce que tu es capable de faire?» Et en fait, tant que j'y vais pas, je sais pas vraiment de quoi je suis capable. Et donc du coup, tant que j'essaie pas, que je ne prends pas le risque de m'exposer, de tenter, de perdre, mais aussi peut-être de gagner, parce que ça, on est doué, hein, pour, s'imaginer les pires scénarios, alors beaucoup moins pour, entretenir l'idée que ça marche. Et ben, en fait, je saurais pas. Et ben, si je sais pas, je n'apprendrai pas et si je n'apprends pas, je n'évoluerai pas, tout simplement. Et je me suis dit: «Lance-toi, prends le risque, arrête de te "masturber le cerveau" entre guillemets, à tergiverser, à ruminer, pendant encore des années. Vas-y, commence quelque part, vois où ça mène. Au pire, j'échoue, mais si j'apprends, ben, j'échoue pas vraiment». Comme disait Nelson Mandela, «Je ne perds jamais, soit j'apprends, soit je gagne». Et puis finalement, la réussite, c'est aussi une succession d'échecs, donc il faut oser. Je me suis dit ça: «Ose». Et j'ai peur de quoi, en fait? Ben, de ce qu'on va penser de moi, si ça marche pas, de décevoir des gens si je gère pas. Est-ce que je suis capable de me remettre de tout ça si ça arrive? Bah oui, parce que c'est pas la fin du monde. Donc go, on y va, on se détache de tout ce qui a tendance à nous retenir et on passe à l'action sans s'attarder sur le résultat, juste parce que c'est un élan qui provient de soi, qui est aligné, qui nous paraît juste au moment présent, donc on ose. Et voilà, dans les philosophies du monde entier, on parle de ce détachement. C'est un peu, bah, j'ai l'impression que c'est un peu, la voie du succès, de la libération, de la liberté, de savoir se détacher. On en parle dans le taoïsme, dans le soufisme, dans la vision, amérindienne. On apprend en fait, c'est que ça la vie, c'est apprendre à se détacher. Donc c'est assez intéressant comme sujet, et vaste. On pourrait philosopher sur ça, au bord d'un feu toute une nuit, je pense, et bien plus encore. Donc concrètement, dans la vie quotidienne, ça donne quoi? Comment j'incarne ce concept de détachement? Eh ben, c'est aimer sans posséder, c'est créer sans s'identifier à des résultats, c'est oser dire non et accepter de ne pas tout contrôler, et c'est aussi oser dire oui et accepter de ne pas tout contrôler. Parce que, soyons honnêtes, la vie, elle nous emporte. On n'est pas tous là à méditer tous les matins, on passe beaucoup de temps sur nos écrans, on n'est pas tous à commencer la matinée dans le silence, en allant marcher pieds nus dans la rosée pour se connecter à la nature. On a des to-do list, des factures, on scrolle à l'infini sur nos téléphones. C'est un peu ça notre réalité en fait. Donc comment se détacher dans cette réalité? Le but, c'est pas d'avoir une routine parfaite, c'est de savoir composer une mélodie plus harmonieuse et alignée avec ce qui est là dans la vie de tous les jours. Par exemple, dans une relation, bah, le détachement, il va nous inviter à ne pas chercher à changer l'autre, mais à plutôt venir le rencontrer là où il est et pas là où on aimerait qu'il soit. Et c'est aussi se présenter tel qu'on est. Arrêter de penser, et ça je me le dis aussi à moi-même parce que je suis beaucoup tombée dans ce piège. Arrêter de penser qu'il est indispensable de mettre des masques pour être aimé, pour être accepté, pour être reçu tel qu'on est. Parce que derrière ça, quand on travestit qui l'on est vraiment, c'est parce qu'on a peur du rejet, c'est parce qu'on a des blessures en fait en nous qu'on a peur de revivre. Mais c'est un peu ça les relations, c'est là aussi pour nous aider à revivre des blessures et à venir les guérir. Et donc on ne peut pas les guérir en les fuyant et on ne peut pas non plus se fuir à soi-même. Donc on ne fait que retarder le processus et on reviendra dans un schéma, similaire pour venir, cette fois-ci, se donner l'opportunité de guérir ce qui a besoin de l'être. Donc ça passe par un travail sur soi aussi, pour se détacher de ce que l'on nous a enseigné, de ce dont on a hérité aussi inconsciemment, des vérités et des croyances auxquelles on s'est identifié et en fait de l'identité qu'on s'est forgée à travers tout ça. Dans les relations, moi, j'aime bien quand on dit et c'est un peu ma philosophie, 1 + 1 = 3. Parce que dans ma vision de la relation aujourd'hui, il y a toi, il y a moi et il y a nous. Et le toi et le moi ne devraient pas se diluer uniquement et exclusivement au profit du nous. On construit un nous avec ce que l'on est chacun de notre côté, dans le toi et dans le moi, et on a aussi une vie en dehors du couple. Et ça, c'est important de garder sa liberté et de construire ensemble, en fait, «une autre entité» entre guillemets. Voilà.
Un des détachements les plus prioritaires et vital aussi à notre époque, c'est le détachement des, écrans, des réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, c'est quoi? C'est un océan d'informations vraies ou fausses dans lesquelles on se noie. C'est des déclencheurs émotionnels constants et des points de comparaison aussi, permanents. Et en fait, on se compare à quoi? À une infime partie de ce que les gens veulent bien nous partager et nous montrer. Mais ça génère en nous des émotions, positives ou négatives, qui prennent beaucoup d'ampleur parfois. Et c'est courir après une validation dans un monde virtuel, dans un monde du, m'as-tu vu, en fait. Et on a tendance à s'enfermer dans des partages qui ne vont pas refléter qui l'on est vraiment, mais ce que l'on espère de ce que l'on aimera chez nous, en fait. Et les réseaux sociaux, c'est un vampire énergétique aussi parce que les heures passées à scroller sont des heures qui ne sont pas passées à créer du lien dans la vraie vie, à lire, à apprendre, à s'instruire, à s'adonner à des loisirs créatifs. Bref, il est important, je trouve, de remettre à sa juste place cet outil et c'est ce sur quoi, je me bats ces dernières années avec moi-même, en supprimant des notifications, en limitant le temps d'écran, en supprimant même carrément les applications quand je vois que ça prend trop de place. Parce qu'on a tendance, en fait, à être possédé par l'outil et à finalement devenir nous-mêmes l'outil d'instrumentalisation. Vraiment, ne nous laissons pas posséder par un appareil et par, le peu de choses qu'on veut bien nous montrer à travers les réseaux sociaux. Le détachement aussi au niveau du travail, donc ça passe beaucoup par, accepter. Accepter en fait qu'un projet va foirer, qu'un client va partir, qu'un client soit déçu, qu'on nous dise non et apprendre à rebondir, à ne pas corréler sa propre valeur à un résultat extérieur. Là, je parle de cas où ça se passe mal, mais en fait, il faut savoir, il faut réussir à ne pas corréler, sa propre valeur à un résultat extérieur, que ce soit, positif ou non, au niveau du résultat, dans les 2 sens. Ne pas se définir à travers le travail et c'est dur parce que depuis qu'on est petit, on nous répète: «Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie?» Et après dans l'âge adulte, on nous demande: «Qu'est-ce que tu fais dans la vie?» C'est la question, «Tu fais quoi dans la vie?» Et on attend une réponse d'un poste, d'une carrière, d'une profession. Et en fait, on a oublié que nous sommes avant tout des êtres vivants, pas des fers vivants. Et du coup, on est troublé parce qu'on associe notre propre valeur à celle du travail, à ce que je fais, mais notre travail ne nous définit pas. Notre travail, c'est une sphère de notre vie. Donc elle prend beaucoup de place, certes, mais ça reste une sphère de vie, il y a pas que ça. Et il y a des personnes qui perdent leur travail et qui ont l'impression que leur monde s'écroule, qu'elles ne sont plus personne. Et vraiment, c'est donner trop d'importance à ce domaine de vie. Et il y a tellement plus à expérimenter, en fait, que juste un travail. C'est pas une perte, c'est jamais une perte dans la vie, c'est toujours une redirection. Il faut enfin, moi, je vois les choses comme ça. Ça m'aide. Ça m'aide à naviguer dans les cycles de la vie. Bah, il y a aussi un des points importants, c'est se détacher de ses pensées. Tout ce que je pense n'est pas vrai. Je ne suis pas mes pensées. Alors, c'est vraiment à débattre là parce que c'est vrai que notre réalité est le reflet de notre état d'esprit. Notre état d'esprit, il est rempli quoi? De nos pensées. Hem, on finit par devenir nos pensées, en fait, à force de les répéter en boucle chaque jour. Je pense que, je sais pas, si je me dis que je n'y arriverai jamais, bah, je vais finir par devenir cette pensée. Parce que en pensant que je n'y arriverai jamais, je me donne même pas l'opportunité d'essayer. Donc je reste exactement où je suis et effectivement, je n'y arrive pas puisque je me donne pas l'opportunité d'essayer. Donc finalement, ma vérité devient une croyance qui va se confirmer avec les expériences, toutes ces fois où je n'essaye pas et donc je me dis que je n'y arriverai jamais et je n'y arrive jamais puisque jamais je n'essaie. Et en fait, les pensées, elles sont là et le but de la méditation d'ailleurs, que moi j'adore pratiquer et qui peut se faire de plein de façons, ce n'est pas de ne plus penser comme beaucoup le croient, parce que j'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit et partagé: «Ouais, mais de toute façon moi j'arrive pas à méditer, j'ai essayé de m'asseoir, j'arrête pas de penser, j'arrive pas à plus penser». Mais c'est pas ça le but de la méditation. C'est d'accueillir ce qui vient, donc les pensées qui viennent, en fait, vous envahir et en fait, vous se rattacher à une ancre dans le moment présent pour revenir justement au moment présent et ne pas se laisser emporter par les pensées, ne pas se laisser absorber par ce qui vient et puis, ben, souvent cette ancre, c'est la respiration. Par exemple, j'ai une pensée qui arrive et je décide de pas la nourrir et de dérouler une pelote de laine qui va, m'emporter, dans des ruminations mentales. Je me concentre sur ma respiration, sur mes sens, sur, mon ventre ou mon corps, qui bouge en fait à l'inspire, à l'expire
et ça me sort de mes pensées, ça me recentre, en fait, sur le moment présent. Mais je n'arrête pas de penser. La méditation, moi, dans ma vie perso, c'est vital parce que j'ai un mental hyperactif, je pense beaucoup. Donc si j'ai pas cet espace-là pour vider, je vais péter un plomb, en fait. Je suis tout le temps dans ma tête sinon. Et on est trop souvent dans nos têtes. Le mental, il est précieux, mais il doit pas devenir le maître de nos vies. Et j'ai pas besoin d'être constamment assise en tailleur pour, méditer, en fait. Une de mes méditations préférées, moi, c'est d'aller me promener en nature, tout simplement, d'aller en forêt. Là, c'est le printemps, donc j'écoute les oiseaux chanter. Des fois, si je me concentre bien, j'arrive à percevoir les essences des arbres. J'aime bien aussi observer les changements de la nature avec les saisons et ça me vide l'esprit. Et quand je vide, ben, j'y vois plus clair parce que je fais de l'espace. Donc chacun ses méthodes, mais sachez qu'il y a mille et une façons de méditer. Il n'y a pas forcément être assis en lotus à ne rien faire. Voilà, moi j'aime ça, mais c'est pas la seule façon de méditer. Et je terminerai par se détacher de ses émotions, bah, qui sont aussi beaucoup provoquées et entretenues par les pensées. Comme j'en avais déjà parlé dans l'épisode où je vous parle du modèle de Brooke Castillo. Je crois que c'est sur l'épisode sur changer son état interne. Et en fait, ce qui me semble important, c'est d'identifier ce qui déclenche les émotions, qu'elles soient joyeuses ou moins cool, parce qu'on a tendance à beaucoup s'attarder sur les déclencheurs des émotions positives, négatives, pardon. C'est intéressant aussi de regarder du coup, qu'est-ce qui fait que je me sens bien, que je me sens heureuse? C'est quoi un petit peu les paramètres là dans ma vie actuelle? Je regarde la scène et je me dis: «Il y a qui est là?» ou bien: «Qu'est-ce que je viens de faire, qui m'a mis dans cet état?» pour se dire: «Bah, j'aimerais bien reproduire ça plus, donc je vais insérer plus de ça dans mon quotidien». Parce que tant qu'on n'identifie pas, bah, on peut pas reprendre le pouvoir, on subit. Et se détacher, c'est pas venir nourrir les émotions que je ressens parce qu'une émotion en soi, si on s'arrête vraiment sur la sémantique, c'est très court. C'est une réaction physiologique instantanée qui dure quelques secondes par rapport à un stimulus extérieur. Donc, en soi, on entretient nous-mêmes par les pensées nos émotions. Après, on choisit de rester dedans parce qu'en soi, c'est très court et très bref. Donc, j'accepte de ressentir ce que je vis, mais je ne m'y accroche pas, je ne m'y attache pas plus que de raison, parce que j'ai le contrôle de mes émotions, ça c'est quelque chose sur lequel j'ai le contrôle, et de mes pensées. Donc c'est une vague, ça passera, je surfe dessus, j'apprends à surfer dessus. Voilà pour le détachement. Alors, une liste non exhaustive de ce qui m'aide, moi, à incarner ce détachement au quotidien. Et vous allez me dire, non, mais Lolita, c'est ce que tu nous partages à chaque fois au final dans tes épisodes. Mais oui, ce n'est que ça. Bah, la méditation, le silence avec soi-même, savoir se retirer avec soi-même de temps en temps pour faire baisser le volume du bruit extérieur. Écrire, j'adore écrire parce que ça me permet de coucher mes pensées et de les sortir justement de mon esprit. Donc du coup, si je les sors, ça reste pas en charge mentale, mon esprit sait que c'est quelque part, c'est ancré quelque part. La respiration en conscience, ça je le fais pas tout le temps, mais j'aime bien des fois prendre le temps et notamment quand je médite de me connecter à ma respiration parce que de toute façon on respire tout le temps en continu, sinon on serait plus là. Mais, remettre de la conscience sur la respiration, c'est pas mal aussi pour faire, diminuer le stress, l'anxiété, les peurs, les doutes et cetera qu'on peut ressentir quand on est face à un changement ou un carrefour de vie. Hem, Lire aussi et apprendre plutôt que d'être sur, les réseaux sociaux. J'aime bien lire, m'instruire, apprendre des choses, philosopher en fait, penser à la vie, réfléchir à la vie et puis, ben, faire des activités qui ne vont pas requérir une activité cérébrale franchement. Ben, que ce soit dessiner, faire un puzzle, aller boire un café en terrasse avec un ami, danser, écouter de la musique et cetera. Tout ça, ça m'aide à déconnecter un peu du mental parce que je l'adore mon mental, il est précieux mais j'ai pas envie de vivre tout le temps dedans. Voilà. Donc, je reviens toujours aux mêmes choses, mais c'est essentiel, en fait. C'est ça, c'est bien de le savoir, mais c'est encore mieux de l'intégrer dans son quotidien et c'est ça qui me permet de sortir, de tout ce à quoi je peux m'accrocher plus que de raison, et d'apprendre, en fait, le détachement et le détachement, pour moi, c'est vraiment la voie, de la vraie liberté parce que je m'autorise à être qui je suis, malgré ce qu'on pourra penser, malgré ce qu'on pourra juger, malgré, ce que les avis des autres, en fait. Hem, je me détache des résultats, donc comme ça, j'ose plus créer, j'ose plus, suivre mon flow créatif sans me demander forcément s'il y a un résultat, si ce que je fais a de la valeur parce qu'il y a pas de résultat ou il y aura un résultat. Je m'autorise vraiment
à être libre, en fait, d'être moi, de créer, de suivre mes élans, de m'écouter, de ne pas m'écouter, de prendre des conseils, de ne pas les prendre, de dire oui, de dire non, d'expérimenter des choses, de partir à l'aventure et cetera. Donc vraiment, je pense que c'est, un apprentissage continu tout au long de notre existence et sûrement tout au long de nos incarnations si on y croit, avant d'atteindre la vraie libération. Mais j'aime ce chemin-là. Il est inconfortable, heu, mais je l'adore. Je voudrais pas que la vie soit autrement, en fait. Après voilà, je pense que je suis disposée pour ça, pour, apprendre à laisser mourir ce qui a besoin de mourir, faire renaître des choses, à nouveau, vivre un deuil de soi pour renaître dans une nouvelle version et en fait, je suis le flot de la vie. Voilà. Donc je vous invite, à continuer ou à commencer à faire de même, si c'est pas le cas. Et voilà pour ce que je voulais vous dire sur le détachement. N'hésitez pas à venir discuter avec moi, par email, sur les réseaux sociaux si vous avez envie d'échanger sur le sujet avec grand plaisir et puis en attendant, moi je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous, passez une bonne semaine et à bientôt.